Avec la hausse des prix ces derniers temps, ma capacité d'épargne a clairement pris un coup et je suis sûr que c'est le cas aussi pour un bon nombre d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous, malgré l'inflation, vous pouvez augmenter votre capacité d'épargne tous les mois pour soit épargner, soit investir davantage. Cette vidéo du coup, elle s'adresse à celles et ceux qui souhaitent mettre plus de côté tous les mois ou tout simplement commencer à mettre de côté. Si vous n'arrivez pas à épargner tous les mois, on va remédier à ça aujourd'hui. Allez, on est parti, je m'appelle Alex et je pense que vous allez être content d'être tombé sur cette vidéo. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, il suffit simplement déjà de mettre quelques petites habitudes en place dans votre vie et ça va très bien se passer. Avant de démarrer du coup, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos et donc plus d'astuces pour gérer vos finances personnelles. Je vous laisse également rejoindre mon compte Instagram, on est plus de 5000, ça fait plaisir et puis on s'amuse plutôt pas mal. Plus on est de fous, plus on rit. Cette vidéo va du coup se dérouler en 5 étapes. Je vais vous mettre un sommaire en bas de la vidéo, vous pourrez donc passer entre les différentes étapes, revenir en arrière si vous avez oublié des trucs, etc. On commence tout de suite avec la première étape. Et cette première étape, du coup, c'est l'une des plus importantes, c'est de faire un état des lieux de vos finances personnelles. Alors, il y a une chose que j'avais entendue sur Instagram une fois et que j'aime bien répéter souvent, c'est on ne peut améliorer que ce qui est mesurable. Eh bien, on va faire exactement pareil avec votre argent. Et donc, en premier lieu, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ses finances personnelles. Alors, je sais que ça va en faire râler plus d'un, mais en tout cas, pour gérer vos finances perso, il va vous falloir un budget. Un suivi de vos dépenses, un suivi de vos revenus également, et aussi un suivi de votre patrimoine, ce que vous possédez. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de passer des heures à suivre votre budget, il y a des applis qui font très bien à votre place. Il y a Banking, mais il y a aussi toutes vos applis d'épargne. Par exemple, je sais qu'à la caisse d'épargne, ils ont une appli qui est plutôt bien foutue pour pouvoir suivre son budget. Moi, perso, j'utilise Excel parce que je trouve qu'on peut en faire ce qu'on veut et ça, c'est vraiment top. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet avec un petit peu de pratique. La première chose à faire déjà, c'est de déterminer combien est-ce que vous dépensez dans chaque catégorie tous les mois. Alors, l'idéal, selon moi, c'est de faire ça sur les 12 derniers mois. Si ça vous paraît trop long, faites au moins sur les 6 derniers mois. Alors, pourquoi sur autant de temps? Eh bien, c'est tout simplement parce que vos dépenses, elles varient tous les mois et donc les catégories dans lesquelles vous allez dépenser vont varier aussi tous les mois. L'idée, c'est de faire une moyenne qui soit plus représentative de ce que vous dépensez en moyenne réellement. Pour vous donner un exemple, l'hiver, dans la période de Noël, le budget cadeau, il explose. Sauf si vous êtes un gros radin ou vous n'avez pas d'amis. Alors que l'été, quand on part en vacances, on a peut-être le budget resto qui va un peu plus augmenter, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire une moyenne sur 6 mois, voire un an dans le meilleur des cas, pour que ce soit beaucoup plus représentatif. Allez, je vous propose un petit exemple avec Liliane. Liliane, elle a 35 ans, elle est mariée et sans enfant et elle a décidé de prendre en main ses finances perso. Bravo Liliane, c'est une super décision que tu as prise là. Donc au niveau de ses dépenses, ça donne ça, on voit que c'est variable en fonction des mois, mais finalement, on se rend compte qu'elle dépense à peu près la même somme tous les mois. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce qui va surtout varier, c'est la catégorie dans laquelle elle dépense tous les mois. Peut-être qu'il y a un mois où elle aura des pneus de sa voiture à changer, un autre mois où elle aura fait un peu plus de resto, etc., etc. Alors, comme Liliane, elle est archi déter, elle va carrément suivre ses finances sur Excel. Et perso, moi, c'est ce que je fais aussi, et c'est ce que je vous invite à faire également. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans la description, vous trouverez un pack investisseur qui est 100% gratuit, dans lequel justement il y a un tableau Excel pour suivre vos finances personnelles. C'est vraiment un pack qui va vous donner la base pour commencer à investir, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors maintenant on a le récap des dépenses, on va faire pareil avec les revenus parce que c'est important aussi de savoir d'où viennent nos sources de revenus. Oui, parce que si vous voulez épargner, il va bien falloir qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et voilà, maintenant que vous avez les deux parties, vous allez savoir si vos finances perso sont catastrophiques ou pas. Bon là, ce qu'on voit, c'est que dans le cas de Liliane, ça va encore. Elle gagne plus que ce qu'elle ne dépense, ça déjà c'est positif. Elle ne vit pas au-dessus de ses moyens. Mais par contre, Liliane, elle aimerait bien avoir un peu plus sur son compte en banque à la fin du mois, puisqu'elle a décidé de commencer à investir en bourse. Décidément, Liliane apprend que des bonnes décisions, c'est incroyable. Alors ce que vous voyez là justement, entre les revenus et les dépenses, cette petite partie là entre les deux, ça va être votre capacité d'épargne justement. Et déjà là, vous allez pouvoir mettre une première action concrète en place. Si vous savez qu'en moyenne, vous dépensez 3 000 € par mois et que lorsque vous recevez votre salaire sur votre compte courant, vous avez 4 000 € sur votre compte. Eh bien, si vous retirez les 3 000 € de votre besoin en dépenses, il vous reste 1 000 €. Ça déjà, ces 1 000 €, vous pouvez déjà les placer au moins sur votre livret A. Parce qu'il faut savoir une chose. Non, je vous dispute pas, vous inquiétez pas. Mais l'argent que vous laissez sur votre compte courant qui ne vous sert pas, c'est de l'argent qui dort. Et de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne vous rapporte rien. Si vous mettez déjà au moins cet argent sur votre livret A qui vous apporte 3% par an, eh bien ce sera toujours 3% de plus que si vous l'aviez laissé sur votre compte courant. Je ne sais pas si vous me suivez là. Après, ce qui est encore mieux, c'est d'investir une partie de cet argent en bourse, dans l'immobilier, dans le crowdfunding, ce que vous voulez. Mais en tout cas, la pire chose à faire vraiment, c'est de le laisser sur votre compte courant. L'idée vraiment, c'est que tout le surplus de votre compte courant, il faut le placer, il faut l'investir. Parce qu'en fait, même si vous dépensez un peu plus que prévu, si vous avez une épargne de précaution sur votre livret A par exemple, l'argent sur le livret A, vous pouvez le récupérer super facilement, quoi. Donc vous vous mettrez jamais dans le rouge. Et une dernière chose que je vais vous dire aussi, c'est que le livret A,
le taux d'intérêt il est calculé tous les 15 jours dans l'année. Donc déjà, ça sert à rien de claquer tout son argent sur son livret A le 31 décembre, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait de l'argent sur le livret A tout au long de l'année. Une autre raison, du coup, pour placer son argent en fin de mois. Donc voilà, maintenant vous savez où vous en êtes un peu sur vos finances personnelles, vos revenus et vos dépenses. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Alors établir un budget, ça va vous permettre de savoir combien est-ce que vous dépensez par rapport à ce que vous aviez prévu. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on constitue ce budget. Eh bien je vais vous répondre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première étape, on a fait une moyenne sur 12 mois de combien est-ce qu'on dépensait par mois par catégorie. Eh bien déjà, vous pouvez récupérer ça parce que vous savez combien vous dépensez et ça va être plus facile pour vous d'établir un budget. Si vous savez que vous dépensez 100 € de resto tous les mois, vous n'allez pas vous fixer un budget à 20 €. Vous allez plutôt vous fixer un budget autour des 100 €, peut-être 80 € si vous avez envie de réduire un petit peu cette partie-là. Cette moyenne que vous avez fait sur les 12 derniers mois, ça peut être vraiment une base solide pour établir votre budget. Après, à partir de ça, il y a deux possibilités. S'il y a certaines catégories de dépenses que vous avez envie de réduire, je parlais du resto juste avant. Dans ce cas-là, par rapport à ce que vous dépensiez sur les 12 derniers mois, vous allez essayer de mettre un budget un petit peu plus bas justement pour vous limiter. Après, si votre niveau de dépense vous paraît convenable, eh bien vous pouvez très bien plus ou moins laisser les moyennes que vous aviez calculées avant et vous dire bon ben je vais éviter de dépasser ces sommes-là. Après ce levier de dépense, dites-vous une chose, c'est que moins vous allez dépenser, plus vous allez pouvoir épargner. Après je vous dis pas non plus qu'il faut vous priver au maximum, mais c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et justement les deux étapes qui vont suivre vont vous permettre d'optimiser votre budget et sans forcément vous priver, donc ça c'est pas mal. Vous pourrez continuer d'aller au McDo, il n'y a pas de problème. Cette troisième étape, du coup, ça va être tout simplement de changer votre façon de dépenser. Dans cette étape, je vais vous donner des petits tips, des petits conseils pour réduire vos dépenses sans forcément vous priver. Ce sont des conseils qui sont relativement faciles à mettre en place et qui peuvent vous faire économiser des dizaines, voire des centaines d'euros par mois. Donc c'est très puissant. Écoutez bien, je ne vous dispute pas encore une fois. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à travers les différentes catégories de votre budget et pour chaque catégorie, je vais vous donner un petit tips, un petit conseil pour dépenser moins sans pour autant vous priver davantage. Et au contraire, peut-être que vous pourrez même consommer davantage en gardant le même niveau de dépense. Donc pour l'alimentation justement, et ça c'est quelque chose que j'applique moi-même, lorsque vous allez faire vos courses, l'idée c'est de faire vos menus en amont. Alors en fait, en faisant vos menus et la liste de courses du coup qui va avec, vous allez acheter seulement ce que vous avez besoin de manger dans la semaine ou dans le mois. Ce qui fait que lorsque vous allez arriver au magasin, vous n'allez pas acheter des pâtes parce qu'il faut acheter des pâtes. Non, vous allez acheter uniquement ce que vous avez besoin et du coup, vous allez réduire vos dépenses au niveau des courses. Franchement, testez-le, je vous assure que ça marche. Nous, on a dû économiser à peu près 30% sur notre plein de courses. Donc, c'est hyper puissant. Surtout avec l'inflation qui galope en ce moment. Alors, j'ai aussi entendu sur Instagram quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il fallait faire ses courses le ventre plein. Donc, perso, j'ai jamais testé. Mais peut-être que ça vous donne moins envie d'acheter. En ce qui concerne la banque, vous pouvez réduire vos frais bancaires tout simplement en comparant les différentes banques. Par exemple en passant à une banque en ligne si vous en avez la possibilité ou en changeant de carte pour réduire vos frais bancaires. L'idée c'est de trouver des solutions moins chères qui correspondent néanmoins aux garanties que vous recherchez. Alors au niveau des frais de scolarité, n'hésitez pas à faire un tour des vides-greniers avant la rentrée scolaire parce que des fois les gens vendent des fournitures qui sont toutes neuves et du coup ça sert à rien d'aller en acheter des neufs. Si vous saviez le nombre d'objets tout neufs que j'ai vus en fournitures scolaires dans les vides-greniers, je vous promets que ça vous évitera de les payer au prix fort, ça vous fera faire de sacrées économies. Alors au niveau des impôts, je vous partage un post que j'ai fait sur Instagram dans lequel j'expliquais comment réduire ces impôts de manière efficace. Bien sûr en toute légalité, je vous demande pas de frauder. Alors concernant la partie shopping, ça revient un petit peu aux fournitures scolaires, c'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter vos vêtements ou d'autres biens d'occasion plutôt que de les acheter neufs. Moi je sais que ça fait quelques années maintenant que j'achète principalement mes vêtements d'occasion. Et je suis pas habillé comme un sac pour autant quoi. Et enfin pour finir sur la partie transport, eh bien, il y a plein de solutions qui existent. Par exemple au niveau de vos contrats d'assurance, vous pouvez comparer les différents assureurs et aller chez un autre assureur pour économiser avec les mêmes garanties. Pour vous donner un exemple, moi je viens de changer d'assurance auto et j'ai économisé à peu près une quinzaine d'euros par mois avec des garanties qui sont plus élevées. Vous pouvez aussi comparer les différentes offres de transport si vous avez un voyage à faire par exemple. Et enfin, plutôt que de vous déplacer seul dans votre voiture, vous pouvez penser à faire du covoiturage. Perso, moi c'est quelque chose que j'ai commencé à faire sur Blablacar et j'avoue que ça fonctionne plutôt pas mal. En plus, j'ai fait de belles rencontres, c'est sympa. Donc avec toutes ces petites idées, j'ai aucun doute sur le fait que vous pourrez réduire vos dépenses sans pour autant vous priver. Mais réduire ces dépenses n'est pas la seule façon d'épargner. Vous allez voir qu'il y en a une autre et je vais vous la présenter dans l'étape qui suit. Du coup, pour booster votre capacité d'épargne, vous pouvez aussi booster vos revenus. Alors, c'est peut-être moins facile à mettre en place que de réduire ses dépenses. Mais booster vos revenus, ça ne veut pas forcément dire les augmenter. On est vraiment là sur de l'optimisation et je vais vous présenter 3 idées. Alors, la première chose, ça va être de diversifier vos revenus. On est dans un pays où globalement, les gens, ils dépendent très fortement de leur salaire. C'est mon cas aussi, vous inquiétez pas. L'idée là, ça va être d'aller rechercher de nouvelles sources de revenus. Ça peut être vendre des biens qui ne vous servent plus. Ça peut être répondre à des sondages en ligne. Ça peut être de l'investissement. Ça peut être lancer votre propre business. Bref, il y a de nombreuses façons de gagner de l'argent autrement
autrement qu'avec un salaire. À vous de trouver le revenu qui vous convient le plus et qui peut vous rapporter de l'argent. Un autre point clé, c'est d'optimiser l'argent que vous gagnez par rapport au temps que vous passez à le gagner. Je m'explique, l'objectif là, ça va être d'augmenter votre taux horaire, c'est-à-dire gagner une somme d'argent plus importante pour autant de temps passé. Si vous gagnez 10 € de l'heure, l'idée ça va être essayer de monter à 12, 14 € de l'heure. Et puis le troisième point clé, c'est tout simplement de gagner plus quoi. Travailler plus pour gagner plus. Ça va clairement augmenter votre capacité d'épargne. Allez, après avoir enfoncé de belles portes ouvertes, je vous propose de passer à la 5e étape, ça c'est vraiment ma préférée, c'est d'analyser vos résultats et d'adapter votre stratégie. Alors ce qui est important quand vous avez mis une stratégie en place, c'est de mesurer vos résultats. Comme je le disais en début de vidéo, vous ne pouvez améliorer que ce qui est mesurable. Ça c'est vraiment hyper important pour vous assurer que votre stratégie fonctionne sur le long terme. Le meilleur moyen d'analyser vos résultats, c'est de mettre en place des indicateurs. Et ces indicateurs, justement, ils sont disponibles dans le dashboard qui est dans le pack investisseur, c'est-à-dire qu'en rentrant vos revenus, vos dépenses tous les mois dans le tableau Excel, vous aurez une petite page indicateur avec les données qui se mettront à jour automatiquement et ça vous permettra de faire ressortir les points importants de vos finances perso. Si jamais les résultats que vous obtenez ne sont pas satisfaisants par rapport à ce que vous espériez, ça veut dire qu'il faut adapter votre stratégie ou alors que vous n'avez pas fixé les bons objectifs. Mais ce qui est important, et ça je vous le répète, c'est que votre stratégie doit correspondre à vos objectifs et pas l'inverse. Il ne faut pas adapter vos objectifs par rapport à vos résultats, mais essayer de chercher des résultats par rapport à vos objectifs. En effet, c'est très philosophique. Alors là, je vais vous donner quelques types d'indicateurs que vous pouvez mettre en place pour suivre vos finances personnelles, qui sont bien sûr disponibles, je le disais, dans le dashboard. L'évolution de vos revenus et de vos dépenses sur 12 mois glissants. La répartition de vos revenus et de vos dépenses sur 12 mois glissants. L'évolution de votre patrimoine. La répartition de votre patrimoine. Votre niveau d'indépendance financière. Et le suivi de vos dépenses qui ont dépassé votre budget sur les 3 derniers mois. Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en main pour investir et épargner davantage. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous laisse rejoindre mes formations que vous retrouverez directement sur mon site internet. Je vous mets le lien en description. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes resté jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me fera toujours plaisir. Et en plus, c'est gratos. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite d'atteindre vos objectifs financiers. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!